Eh bien, bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Et surtout, Bonne année Waouh, quelle ambiance, merci de m'avoir donné ça. Et bah tu sais quoi? On t'en prie. Waouh, déjà, première question. Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année? Oui, j'ai passé un bon 31 décembre avec les personnes que j'aime. Oh, waouh. Oh, c'est beau. Eh bah, super. Eh bah, Lucie, toi, Bah écoute, oui, voilà, très bien, bonne année. une bonne santé. Alors, justement, un petit peu malade, mais sinon, pareil. Mais c'est la saison. C'est la saison. C'est la saison des C'est maladies la en saison même temps, des j'ai envie de te maladies. dire. En tout cas, très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2026. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros bébé qui est le jeu de la dame, ou en anglais, The Queen's Gambit. j'essaye quand même, The Queen's Gambit, Non, c'est bien, c'est Ah bien. si, c'est ça bien. va. Le gambit de la dame. le gambit de la dame. Voilà, exactement. Donc, dans cet épisode, qui est toujours divisé en deux parties, nous allons d'abord, dans une première partie, parler du livre, décortiquer le livre et poser les trois fameuses questions. Lucie va nous présenter l'auteur. Et dans du... Ah non, ce que j'ai oublié, il y a le quiz aussi. Bah le ouais, quiz s'il de te plaît. Christian. Let's quiz. Vous ne me donnez rien. C'est ma tablette. Et en deuxième partie, nous allons parler cette fois-ci de la série. Série qui est sortie en quelle année? 2020. Bravo. Yes. Est-ce que Christian, tu l'avais? Oui, juste avant le Covid. Bien joué. Ah. C'est ça. Moi j'avais le Covid, c'est ma ref. Alors, qu'est-ce que le jeu de la dame? Le jeu de la dame, ou The Queen's Gambit, en version originale, est un roman de Walter Tevis. Walter Tevis. Ok, bon, bah, tu l'as moins bien dit que moi. Publié en 1983. Donc c'est un mélange de thriller et de fiction psychologique qui a été adapté en série, comme on l'a dit juste avant, en 2020. Donc le roman retrace l'ascension fulgurante d'une jeune prodige des échecs à une époque où il est mal vu pour une femme de s'adonner à ce jeu ancestral. Son parcours, aussi brillant que tourmenté, est marqué par ses névroses et ses addictions, qui l'accompagnent tout au long de sa quête de reconnaissance et de liberté. Je suis bon en termes de résumé. Là. Ah là, Je tiens même à dire que tu t'améliores. Merci, mais alors là, merci de franchement, dire. j'aurais pas dit mieux. Donc, comme toujours, on va ouvrir ce podcast avec la présentation de l'auteur, Walter Tevis, avant l'écriture du roman. Et je tiens à préciser, ou peut-être que tu veux le dire, mais qu'il n'y aura... Qu'une seule première partie, parce que quand il a écrit le jeu de la dame, en tout cas, au moment de sa parution, Walter Tevis est mort 4 mois plus tard. Donc, voilà, ça fait assez court pour dire d'autres trucs. Pour une deuxième partie. Donc, une deuxième partie, c'est assez limité en termes de temps. Alors, Lucie J'ai hurlé dans le micro. Alors, Lucie, on t'écoute pour cet auteur fabuleux. Walter Tevis est né le 28 février 1928 à San Francisco. À 10 ans, sa famille déménage dans le Kentucky, à Lexington, la même ville où s'installe Beth Harmon, la protagoniste de son œuvre Le jeu de la dame. Il y rencontre Toby Cavanaugh, un camarade de classe de sa nouvelle école. C'est chez lui que Walter va découvrir le billard et les livres de science-fiction, 2 points qui deviendront des influences dans son écriture. Toby et Walter resteront d'ailleurs amis toute leur vie. À 17 ans, il s'engage dans la marine américaine et sert comme charpentier matelot à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après ça, il étudie à l'université du Kentucky et obtient une licence et une maîtrise en littérature anglaise. Il enseigne tout d'abord dans des lycées de petites villes du Kentucky. Et c'est à cette même période qu'il écrit des nouvelles qui seront publiées dans plusieurs revues ou magazines comme Saturday Evening Post, Red Book, Cosmopolitan ou encore Playboy. Et c'est en 1959, à l'âge de 31 ans, que Walter Tevis publie son premier roman, The Hustler, ou L'arnaqueur, l'histoire d'un jeune arnaqueur de billard. Cet ouvrage se fait remarquer puisque 2 ans plus tard sort une adaptation cinématographique avec le célèbre Paul Newman. Il enchaîne avec un deuxième roman en 1963, The Man Who Fell to Earth, L'homme tombé du ciel, adapté également plus tard en 1976 avec David Bowie dans le rôle principal. Walter Tevis devient professeur de littérature à l'université de l'Ohio et le restera pendant 14 ans. C'est une période creuse dans sa carrière littéraire. Il ne publie a priori aucun ouvrage et se laisse tenter par plusieurs addictions. L'alcoolisme, le tabac et les jeux. C'est donc en 1978 qu'il décide de quitter son poste pour se reprendre en main et se consacrer entièrement à l'écriture. Il écrira Mockingbird,
L'Oiseau moqueur en 1980, Far From Home en 1981, qui est un recueil de nouvelles, et dans les années 1983-84, The Steps of the Sun, Les Marches du Soleil, The Color of Money, La couleur de l'argent, qui est la suite de L'Arnaqueur et qui sera notamment adapté par Scorsese en 1986, et enfin The Queen's Gambit, Le jeu de la dame, qui n'a pas été un succès immédiat à sa sortie et qui le sera bien plus tard. Mais Walter Tevis ne le verra malheureusement jamais. Il décède le 8 août 1984 d'un cancer des poumons. Il avait 56 ans. Aujourd'hui, ses livres sont traduits en français, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, danois, suédois, norvégien et j'en passe, et sont encore aujourd'hui des inspirations pour le cinéma. Eh bien, super. Et donc, je vais commencer avec ma première question. Qui veut commencer à répondre? Ouais, c'est intéressant de commencer par moi. Je vais me lancer, mais Ah oui, Je sais pas parce vas-y, que vas-y, Cédric. effectivement parce que tu parce que je n'avais jamais vu, ni lu, ni quoi que ce soit sur cette histoire. Je n'avais pas vu la série, je n'avais pas lu le livre. C'était tout nouveau pour moi. Contrairement à Christian et moi, où on avait vu la série, exactement mais pas lu le livre. la série Exactement. sous recommandation de Lucie. Oui, c'est vrai. Il nous a saoulés. Alors, Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup. Bon, je vous le raconterai après. Cédric. alors, donc la première question, toujours qui ouvre ce podcast, c'est qu'avez-vous ressenti pendant la lecture et une fois le livre terminé? Eh bien, moi, j'étais complètement embarqué du début à la fin. Je parle du livre. Parce que Lucie a l'air très contente. Je suis très contente. Parce que j'ai eu peur, on n'en a pas parlé avant. Pour moi, tout était très facile à visualiser. Les descriptions sont précises, jamais excessives. L'attention est parfaitement dosée. Je n'ai jamais eu l'impression que l'auteur en faisait trop, et ça, c'était agréable. Voilà. Alors, je dois avouer quelque chose. Pendant ma lecture, je suis tombé un peu amoureux de Bess. Alors attention, pas quand elle est petite. Voilà, mais Ça aurait été un peu gênant. là, ça aurait été un peu gênant. Ça aurait été l'archou. Là, on... là, on... Non mais surtout qu'elle a 18 ans. Non, elle a 19. Ouais, 19. À un moment de l'histoire, je me souviens d'un moment. À un moment de l'histoire, elle couche avec un joueur d'échecs, Harry Beltic. Mhm. Et c'est dit. Et j'ai ressenti à ce moment-là une pointe de jalousie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je te jure, à ce moment-là, c'est dit bon, oui, les premiers soirs, ils n'ont pas couché ensemble, mais au bout du 3e, 4e soir, il y a eu quelque chose. Et j'ai fait voilà, j'étais sûr. Bon, j'exagère évidemment, mais ça montre à quel point, malgré tous ses défauts, Bess est profondément attachante. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'elle ne gagne pas tout le temps. Ça m'a fait penser au style shonen dans le monde du manga. Voilà, le héros est fort, mais il doit constamment se dépasser, aller au-delà de ses limites pour battre des adversaires qui semblent meilleurs que lui sur le papier. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? J'adore. J'adore. Je suis très contente de ton ressenti. Et une fois le livre terminé, je n'avais qu'une seule envie, c'était voir la série. Voilà, voir comment j'avais... Parce que j'avais évidemment des images dans ma tête, et j'étais curieux de découvrir comment la série allait représenter cet univers. Donc on peut dire que c'est un objectif clairement réussi pour le roman. Ah oui, tout à fait. C'est le but. Et bonus inattendu, j'ai parfois eu envie de jouer aux échecs, ou au moins de mieux comprendre ce jeu. Et ça, c'est hyper satisfaisant, quand tu as envie de jouer un petit peu. Cavalier en C3. Deuxième question. Non mais c'est marrant surtout que les annotations du livre sont pas comme tu viens de le dire, Cavalier en C3. Les annotations prennent souvent part au nom des pièces qui sont déjà sur l'échiquier. Oui. Genre C'est Cavalier ça, c'est en fou de la dame, voilà. en dame 4. C'est ça. Mais les descriptions étaient assez bonnes, en fait, pour Ça n'empêche comprendre pas que oui, où c'était ça allait. Parce que j'avais pas l'échiquier en tête, effectivement, mais il mettait pas juste cavalier C3. Il Oui. mettait à peu près où il était dans l'échiquier. J'arrivais à peu près à comprendre où il était. Et surtout, la tension lors des matchs, en fait, était super bien retranscrite, quoi. Et donc, non, j'ai beaucoup aimé le livre, vraiment, trop bien. Si. Je suis ravie. Ouais, non, c'était cool. Vous voyez pas son visage, mais elle sourit. Ah, je souris grandement. Ah, j'adore. Attends la série. Et là, donc... Et là, qui va descendre l'histoire? Et qui va descendre? Non, Christian, vas-y. Mais donc, vas-y, Christian, ouais. Ok. Qu'est-ce que t'as ressenti après? Parce que toi, t'avais vu la série, mais t'as... Exactement, j'ai découvert le livre pour ce podcast. Ok. J'avais vu la série cet été, que j'ai bien aimé, mais on en reparlera plus tard.
Quand j'ai commencé la lecture du livre du jeu de la dame de Walter Tevis, je ne m'attendais pas à être autant happé. J'avais peur d'un roman très technique. En réalité, c'est tout l'inverse. Les parties sont incroyablement vivantes, tendues, presque physiques, mais elles ne sont jamais gratuites. Elles servent toujours à raconter quelque chose de Beth Harmon. Les scènes d'échecs font clairement partie de ce que j'ai le plus aimé. Même sans être spécialiste, on ressent la stratégie, la pression, l'épuisement mental. Tevis parvient à transformer un jeu abstrait en véritable champ de bataille intérieur. Chaque partie devient un miroir de l'état psychologique de Beth, sa confiance, ses faiblesses, ses excès, mais aussi son génie. Un autre élément, tiens, qui m'a beaucoup marqué, c'est le personnage de Madame Whitley et sa relation avec Beth. Leur lien est complexe, parfois tendre, parfois profondément dysfonctionnel. Madame Whitley n'est ni une figure maternelle idéale, ni une antagoniste. Elle est humaine, fragile, prisonnière de ses propres désillusions. J'ai trouvé leur relation touchante parce qu'elle repose sur un besoin mutuel, presque maladroit. Elles cèdent autant qu'elles se détruisent et cette ambiguïté rend leur dynamique très crédible. Parlons de la dépendance de Beth aux médicaments, puis à l'alcool. Cela m'a semblé être traité avec beaucoup de justesse. Ce n'est jamais glorifié, ni moralisé. On comprend très bien comment cette dépendance s'installe, comme une béquille, un moyen de contrôle, presque une extension de son talent. Ce qui est frappant, c'est que son génie et son autodestruction avancent souvent main dans la main, comme si elle devait payer un prix pour son intelligence exceptionnelle. Enfin, ce qui donne selon moi toute sa force au roman, c'est le contexte dans lequel évolue Beth. Elle doit s'imposer dans un monde d'hommes à une époque où sa place n'est jamais acquise. Le sexisme est souvent discret, parfois frontal, mais toujours présent. Et pourtant, le livre ne transforme pas Beth en symbole militant caricatural. Elle ne cherche pas à représenter une cause. Elle cherche simplement à exister, à jouer, à gagner. Et c'est précisément ce qui rend son parcours si fort. Au final, le jeu de la dame est bien plus qu'un roman sur les échecs. C'est un récit sur la solitude, le talent, la dépendance et la difficulté de trouver sa place. Surtout qu'on est une femme brillante dans un monde qui ne l'attendait pas. Un livre que j'ai vraiment aimé pour sa finesse, son humanité et sa capacité à rendre passionnant un univers qui semblait, au départ, très éloigné du mien. Et tu me disais en off que tu aimais beaucoup le personnage de la. De Madame Whitley. Ouais, Ouais. Madame Whitley. J'aime beaucoup la mère adoptive de Beth. Je la trouve extrêmement touchante et la relation qu'elles ont, surtout que de la manière comment elle est écrite, comment elle est écrite dans le bouquin, est beaucoup plus touchant que dans la série. Mais bref, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Très bien. Waouh, ok. Je suis assez d'accord avec toi. Et c'est très complet en vrai. Merci. T'as un peu retracé tout le livre, même toi, Cédric. Ouais, pour ma part, le livre, il m'a eu tout de suite. Et en plus, j'avais en tout cas j'avais le visage des personnages et j'avais les décors parce que j'avais vu la série avant. Et en fait, je me suis replongée dedans assez rapidement. Et la série, je l'avais vue il y a longtemps, donc j'ai eu le temps d'oublier pas mal de choses. Donc je suis très contente de l'avoir redécouvert et surtout via le livre. Et il est très très dense, ce livre. Il fait 430 pages, un truc comme ça. Et il y a énormément d'informations, on traverse énormément d'époques et c'est jouissif en tout cas. Je me rappelle avoir eu le constat j'avais lu genre 40 pages, juste une journée comme ça. Et en fait, je me suis récapitulé ce que je venais de lire. Et en fait, j'ai lu énormément de trucs. Parce qu'en soi, il n'y a pas tant de descriptions. Il n'y a pas tant de descriptions de décors ou de, on va dire, superflu. On est vraiment dans le regard de Bess. Et c'est surtout dans les parties d'échecs où il y a énormément de descriptions là-dessus. Et c'est très satisfaisant parce qu'on est avec elle dans la partie d'échecs. Et s'il y a des descriptions dans les décors, ou en tout cas les vêtements ou les personnages, c'est vraiment au travers des yeux de Bess. Ça veut dire qu'elle a une attention à ce moment-là sur tel décor, tel personnage, tel vêtement. Et il n'y a rien de superflu, je trouve, dans ce bouquin. Donc j'ai été ravie de redécouvrir cette histoire. Ouais, t'as pas été déçu Non. Non, j'étais très contente de le lire. Franchement, très agréablement surprise, en vrai. Bon, on en reparlera après par rapport à la série, mais j'étais très figée sur les images et en tout cas le scénario de la série. Et là, c'était très très cool. Je suis très contente de l'avoir lu. Voilà. Ouais, et je suis cool. contente que ça vous plaise surtout. Ouais, Ouais, non, c'était cool. c'était très plaisant. Très très plaisant. Bonne lecture. Alors, est-ce qu'il y a un moment, du coup, deuxième question, Mm. est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué ?
Oui, bien sûr, bah, après il y en a plusieurs, mais j'ai choisi moi une scène qui m'a profondément touché pour le Mhm. coup. C'est le moment où Bess donc retourne dans l'orphelinat où elle a grandi, l'orphelinat où on passe beaucoup de temps, au début du livre et c'est dans cet orphelinat qu'elle a découvert, les échecs grâce au concierge monsieur Scheibel? Je sais pas comment Shaibel, ouais. Scheibel. Scheibel. Ouais, dans Mmh. la série des Shaibel, Ouais. c'est comme ça. C'est Shaibel. Shaibel. Tu En tout l'appelles comme cas, tu veux. le concierge, dans la scène que j'ai choisie, vient de mourir et donc elle redescend dans cette fameuse cave et c'est là qu'elle découvre toutes les photos que monsieur Scheibel avait conservées d'elle, comme une immense fierté, comme une sorte de trophée, un petit peu. Et on la sent, bouleversée en fait, émue, elle s'y attendait pas en fait et elle est surtout pleine j'ai l'impression elle est pleine de regrets, notamment parce qu'elle ne lui a jamais rendu l'argent qu'il lui avait donné pour s'inscrire à son premier tournoi, Ces fameux 10 $. ces fameux 10 $. Et donc cette scène rappelle quelque chose de très fort, c'est que quand on a la tête dans le guidon, on oublie parfois de prendre du recul et de remercier ceux qui ont cru en nous dès le début. Et ouais, cette scène m'a fait du bien en fait. M'a fait du bien et je trouve qu'elle fait du bien à l'histoire aussi. Mhm. Voilà, il y a ce truc un peu de prise de recul, de se rappeler d'où elle vient. Et ouais, une scène très cool et très, très touchante, très marquante. Oui, bah, surtout que d'une certaine manière, c'est plus ou moins une figure paternelle pour elle. Ouais, complètement, ouais. Mm. Mm. Oui, oui. Et bon, on reviendra dessus dans la série, mais je trouve qu'elle était encore plus marquante dans la série que dans le livre, pour le coup, cette figure paternelle. Oui. Bah, dans le bouquin, c'est cette scène-là qui humanise un peu Monsieur Shaibel, parce qu'il est juste le concierge de l'orphelinat et on le voit très vaguement, on va dire, au début. Et là, tu vois toute l'intériorité ou la vulnérabilité de ce personnage. Et c'est ultra touchant de voir que. Surtout, c'est pas juste des photos et des trucs comme ça, c'est qu'il a découpé dans chaque magazine, chaque revue, Mm. tous les articles sur Ouais. Bess. Et c'est ultra touchant. Bess, elle est anéantie quand elle voit ça. Ouais. Et à chaque fois, ouais, elle craque après quand elle retourne dans la voiture. Ouais, bon, très belle scène. Très content de l'avoir vue finalement. Voilà. Et vous, Christian, on continue dans l'ordre? Christian, ouais, vas-y. Oui. Et bah, s'il y a une scène qui m'a particulièrement marqué dans le jeu de la dame, c'est la partie d'échecs entre Beth et Lutsenko. Pour rappel, Lutsenko, on le retrouve à la fin de l'histoire dans un tournoi d'échecs en Russie. Et c'est la demi-finale. Et pour plus de précision, Lutsenko était l'ancien champion du monde d'échecs. Ce qui m'a frappé dans cette confrontation, c'est que ce n'est pas seulement la qualité de la partie, mais tout ce qu'elle représente. Pour la première fois, Bess n'est plus dans une logique d'affrontement ou de démonstration pure. La partie devient presque un échange, un dialogue silencieux entre deux joueurs qui se respectent. Lutsenko n'est pas présenté comme un adversaire écrasant ou hostile, mais comme une figure de calme et de maîtrise. Face à lui, Beth semble évoluer. Elle ne joue plus uniquement pour dominer, mais pour comprendre, pour apprendre. On sent une forme de maturité, nouvelle dans sa manière d'aborder le jeu. Cette scène est marquante parce qu'elle montre que Beth commence à sortir de la solitude dans laquelle elle s'est enfermée. Les échecs ne sont plus seulement un refuge ou une obsession, ils deviennent un langage partagé. Et à ce moment-là, le génie de Beth ne l'isole plus, il la relie aux autres. Surtout que Lushenko est présenté au début comme un ancien champion du monde. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est celui qui était juste avant Borgov. Et c'est vrai que cette scène aussi, elle m'a bien marqué. Je l'avais noté, puisqu'il y a. Malgré que la tension soit dingue, parce que c'est le tournoi en Russie où il y a les meilleurs joueurs et tout, Lutsenko, quand ils jouent ensemble, même surtout à la fin, à la résolution de cette partie, il y a un truc très enfantin aussi. Mais en fait, les deux sont passionnés par le jeu. Ouais. Et il n'y a plus de gagne, il n'y a plus de compétition. Enfin, c'est vraiment deux enfants qui jouent ensemble et c'est ultra touchant. Ce personnage de Lutsenko, il est adorable et c'est revenir un peu à l'essentiel de pourquoi on joue aux échecs. C'est parce qu'on adore ça en fait. Juste on aime ça et qu'il y ait des compétitions, des tournois, des trucs comme ça. Non, non, on revient à la base. On vient de, ok, on est tous les deux, on adore ça et on décortique une situation qui est parmi les plus grands quoi. Mm. Elle est super belle cette scène. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai senti qu'elle se dévoilait un peu plus.
comme je l'ai dit, je sais pas, ça fait aussi écho au fait que dans une partie à Mexico, elle joue contre un adversaire, elle gagne et l'adversaire se lève, il dit vous êtes une joueuse redoutable, terrible. Parce qu'il faut se rappeler que Beth est une joueuse qui a un jeu agressif. Elle est souvent orientée vers l'attaque, instinctif. Et là, pour le coup, bah, elle a dû tempérer son jeu et mieux apprendre son adversaire. Et comme je le dis, ce n'est plus devenu un jeu où on domine l'adversaire, mais un jeu où on dialogue avec lui. Et surtout la fin de la partie où elle dit, je vous ai admiré. Mm. Et j'ai trouvé intéressant cet emploi du passé, comme du fait, bah, Ok. maintenant, je vous ai surpassé, je vous ai battu, quoi. Mm. Maintenant, Ouais. j'ai plus raison de vous admirer, je m'admire, quoi. Je peux dire, moi. Et enfin, voilà. Ouais, il y a un truc. Et surtout, contrairement aux autres tournois où c'est plus des inconnus, enfin, ils sont bien sûr connus dans le monde de l'échec, mais moins connus que Lutsenko, qui est l'ancien champion du monde. Elle a pu travailler sur toutes ces parties aussi. Ouais. Donc son nom veut dire énormément de choses, et donc cette partie veut dire beaucoup de choses aussi, quoi. Donc c'est très beau, c'est très mignon comme partie. Enfin, mignon, c'est peut-être pas le mot, mais Ouais, pas mignon, mais... c'est pas mignon, Mignonnet. c'est touchant, voilà. C'est touchant, ouais. Et toi, Lucie? Alors pour ma part, il y avait plusieurs passages évidemment, mais il y a ce passage donc à l'US Open qui m'a un peu marqué, donc le grand tournoi des États-Unis pour savoir qui est le champion des États-Unis, où elle revoit le champion actuel qui est Benny Watts. Mhm. Et qui est redoutable, qui va avoir plus d'importance en tout cas sur la suite. Et ils sont entre deux, ils ont un jour off, entre deux parties, et ils décident de... Enfin, Benny Watts propose à Bess de faire des parties rapides, et de parier ces parties-là. Donc là, ils sont juste dans la cafétéria du campus, et ils commencent à jouer, et c'est là où je retrouve un peu ce truc... dans la partie de Lutsenko, c'est on revient à l'essence même de on fait juste une partie parce qu'on aime ça. Il n'y a pas ce concept de tournoi, en tout cas de compétition. C'est comme si on faisait une partie de cartes, du poker, du billard. Il y a un truc... ok, on prend le jeu en lui-même, mais au lieu d'avoir 2 heures, 3 heures, 4 heures pour faire une partie, bah là on a 5 minutes. Et on y va. Et en plus, il y a du pari d'argent dedans. Et ça bouscule un peu Bess, et il y a des parties à répétition, et ils prennent des heures, mais ils font, je sais pas, c'est pas dit dans le bouquin, mais je pense des dizaines, vingtaines, trentaines de parties, si ce n'est plus. Et voilà, c'est ce côté un peu plus enfantin, comme Lutsenko, de ok, on revient à l'essence même, et bien, on s'en fout des titres et on joue. Après, malgré tout, même si c'est pour le jeu, Bess prend un coup à son ego. Ouais, justement, il y a ce truc aussi de... Elle est très forte quand il y a du temps. Mais alors pour les parties rapides, là, elle se prend les tacles. Parce que Benny Watts, il lui dit que lui, il est vraiment meilleur en partie rapide parce qu'il fait ça tout le temps à New York. Justement, il parie beaucoup d'argent, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie aussi. Donc il est redoutable aux parties rapides, et Bess, à la fin, elle est fou de rage, quoi. Elle est folle de rage. Mais elle prend des tacles comme ça, et elle redescend un peu sur terre, quoi. Elle sait où est-ce qu'elle est douée, en tout cas, et elle voit qu'elle a encore des efforts à faire, en tout cas. Ouais, finalement, c'était un passage nécessaire pour elle. Ah oui, totalement. Pour son ego. Et puis, on voit aussi qu'elle n'est pas invincible. Ouais. Elle est, certes, elle est douée sur les parties d'échecs où elle a le temps qu'elle veut, mais par contre, partie rapide, c'est pas ça, quoi. Et il faut qu'elle s'entraîne. Ça désacralise un peu le personnage. Ouais, un peu. Mais ça le rend très humain, comme tu l'avais dit sur la description du personnage. Elle ne gagne pas toujours. Et ça permet aussi au lecteur de vraiment se mettre à sa place. En fait, elle est très empathique. Et c'est agréable d'avoir une héroïne qui ne réussit pas à tous les coups et qui se remet en question tout le temps et qui doit toujours faire des efforts pour se dépasser. Bah, excellent. Un vrai shonen. Ouais, un shonen. Un vrai shonen. Un petit manga. Ça aurait pu, hein. Il y a des mangas sur les baskets, sur le foot. Oui, c'est vrai. Ouais. Plus carrément, ouais. Et donc, troisième et dernière question. Est-ce que vous recommanderiez ce livre pour quelqu'un qui n'a jamais lu ou vu Le Jeu de la Dame ?
Cédric? Ouais, eh bien, à cette question, moi, je réponds complètement. Moi, ma chance, du coup, c'est que j'avais jamais vu, du coup. Et je suis très content d'avoir fait dans ce sens-là, d'avoir fait roman et série plutôt que série et roman. Mmh. Parce que le roman est excellent. Et le fait de se créer ses propres images rend ensuite le visionnage d'autant plus satisfaisant quand on regarde la série. Et donc, si vous ne connaissez pas du tout le jeu de la dame, comme moi j'étais il y a quelques jours, je vous conseille vraiment de commencer par le livre. Ouais, vous ne serez pas déçus. Et toi, Christian, est-ce que tu le recommandes? Je recommanderais vraiment le jeu de la dame à plusieurs types de lecteurs. D'abord, à ceux qui pensent ne pas aimer les romans techniques ou spécialisés, parce que le livre prouve qu'on peut rendre passionnant un univers comme celui des échecs sans jamais perdre le lecteur. Je le recommande aussi à ceux qui aiment les récits de personnages forts, mais imparfaits. Beth Harmon n'est pas idéalisée, elle est brillante, fragile, parfois autodestructrice, et c'est précisément ce qui la rend profondément humaine. Enfin, je conseillerais ce roman à toute personne intéressée par les questions de place, d'émancipation et de regard portés sur les femmes dans des milieux dominés par les hommes. Le livre aborde ces thèmes avec subtilité, sans discours appuyé, simplement à travers l'expérience vécue de son héroïne. Le jeu de la dame est un roman que je recommande parce qu'il a réussi à mêler tension, émotion et réflexion tout en restant accessible et extrêmement immersif. On n'y lit pas seulement une histoire d'échecs, on suit un parcours de vie. Il arrêté comme ça me fait rire. Tu veux que je reformule la Non, phrase comme si non. on prononçait la fin? Non, t'inquiète. Je m'attendais pas que tu t'arrêtes là. Parce qu'il a levé sa tête. Voilà. C'est fini. C'est fini. Ok, excellent, Christian. Ouais, c'est Merci. top. Bah, je t'en prie. Et toi, Lucie? Et toi, Lulu? Bah évidemment que je le recommande. Déjà, je recommandais la série avant d'avoir lu le bouquin et je suis un peu d'accord avec toi, Cédric, sur le fait que si jamais vous ne connaissez pas la série, lisez le bouquin en premier. Il est vraiment bien. Mm. Ça a été très agréable de le lire. Il n'y a pas eu un moment où je me suis ennuyée, il y avait toujours des infos, ça parle de plein de choses, de la position de la femme à cette époque-là, évidemment, des échecs, et même si on ne connaît pas trop les échecs, ni comment ça se joue, bah, on s'y retrouve quand même, c'est assez... Ah, complètement. Moi, à part les règles, comment ça se jouait, je savais Ouais, rien. à part le déplacement des pions, oui, connaissez juste ça, peut-être le Mm. déplacement des pions. Ouais, oui. Mais sinon, c'est très très accessible, on découvre un jeu d'un autre point de vue en tout cas. Cet esprit de compétition, l'addiction à la drogue, l'alcool, avec la découverte de la vie, des parents aussi, à quel moment, vu que c'est une orpheline, à quel moment Madame Whitley devient sa mère aussi. Il y avait un des passages qui est très touchant, et c'est la première fois qu'elle l'appelle maman. Mm. Ça m'a beaucoup marqué. Elle est seule et en même temps, voilà, il y a comme Monsieur Scheibel, où il y a ce côté un peu plus paternel, mais s'en était pas rendu compte, on va dire. Madame Whitley, il y a des personnages qui sont très très forts et qui font partie de son univers. Comme tu l'as dit, Beth Harmon, c'est une anti-héros, elle a énormément de défauts et pourtant on est avec elle, on n'a pas envie qu'elle s'effondre en tout cas. Il est en tout cas très complet et vous voyez l'histoire d'une vie quoi. Ouais. Voilà. En tout cas jusqu'à ses 20 ans, et il y a beaucoup d'informations. Ouais. Ça, vous êtes pas déçus quoi. Ça parle pas dans le vent, on va dire. Et c'est vrai que quand elle replonge dans l'alcool et la drogue, c'est un peu oh non, tu vaux mieux que ça. C'est vrai, il y a un peu ce truc-là. moi, j'ai un Oui, peu ce truc-là. tu t'es triste pour elle. Ouais, t'es triste. Qu'elle tombe là-dedans de Mm. nouveau. Ouais. C'est dommage. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que le bouquin explique pourquoi elle reboit. Mm. On a ces sensations et qu'en fait elle a un nœud dans le ventre du stress, et qu'en fait quand elle boit de l'alcool, bon bah ça dénoue son ventre sur le moment. La drogue, ces pilules, bah ça dénoue mais après, mais un peu plus longtemps. Enfin, il y a même là-dedans, il y a de la stratégie. Ouais. Elle sait qu'elle va avoir le ventre noué, donc elle va boire de l'alcool, donc elle va prendre tel médicament. Donc tout est contrôlé chez elle, même si l'alcool, sa consommation devient incontrôlable au bout d'un moment. Et on est en effet très désespéré pour elle. On a envie qu'elle s'en sorte, mais en même temps, c'est les travers de l'humain, en fait. Exactement, ouais. Chacun a ses addictions. Et elle sait ça, malheureusement. Et elle a ses raisons, en tout cas. C'est Ouais. très bien expliqué dans le bouquin.
Eh bien, parfait, vous êtes Voilà. content de... Bah ouais. Eh Enfin, un bah, sacré tour. mon Christian. Est-ce que ce serait pas le moment De Let's Quiz. Christian, on t'écoute. Petit quiz à choix multiples. Quel âge a Beth quand elle se fait adopter? 11 ans? 12 ans? 13 ans? Je dirais 11. moi. Pour moi, c'est 13. 12 ans. Ah, Oh. c'est 12 12 ans et 10 mois. Oh, J'allais dire, oh, c'est- C'est écrit comme dans le bouquin, méchant. 12 ans. En fait, tu as 12 ans et 10 mois. 12 ans et demi. 10 mois, c'est et demi. Dis-moi. C'est complètement mis. Que joue Beltic contre Beth au championnat du Kentucky? La défense sicilienne, la défense française, le gambit de la dame. Ah, je sais. Putain, je sais pas. Tu l'as, Cédric, ou pas? Non. La défense sicilienne, c'est Bess qui joue ça d'habitude. Ah, je crois que c'est Beltic de toute façon qui ouvre. C'est lui qui a les blancs. Au début. Non, c'est pas lui qui a les plans. Ah non, c'est pas lui qui a les blancs? Je sais pas. Le gambit de la dame. Pour moi, c'est la défense française. Exactement. Que Bess ne French. connaît pas tant. C'est ça. justement. Bess à les blancs place son pion roi en 4. Beltic, avec son énorme retard, place le pion du roi d'une case, provoquant ainsi la défense française. Ok, excellent. Moi, je t'en prie. C'est la seule fois qu'on entend parler de cette défense-là, justement. Exactement. Mm. Combien de fois Beth perd face à Borgov, le champion du monde? 2 fois? 3 fois? 4 fois? C'est 2 fois. Attends. Oui, puisqu'en tout, ils se voient Mexico et Paris. 2 fois. Ouais, c'est ça, 2 fois. Exactement, 2 fois, Mexico et Paris. C'est très expéditif. 2 fois, Mexique, Paris. Là, j'avais ma réponse. J'ai fait mes devoirs, chef. Qui est Benny Watts? Celui qui lui apprend les échecs? Un DJ, pardon. Ah, c'est marrant. Celui qui lui apprend les échecs? Le champion des États-Unis? Celui qui lui montre qu'il n'y a pas que les échecs dans la vie? Champion des États-Unis. Un peu les 3, non Attends, c'était quoi la première réponse? Celui qui lui apprend les échecs? Non, ça non, mais je dirais les 2 dernières. Celui qui lui montre qu'il n'y a pas que les échecs dans la vie? Ah non. Bah, quand même. Ah bah non, c'est Madame Whitley, ça. Eh non, il lui fait que des échecs. Ah. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est limite Beltic, si tu veux. Mais Parce que, Bah, parce qu'il invite des amis, machin, il lui montre aussi qu'il y a des amis dans la vie. bah pour jouer aux échecs. Et puis après, Ouais, non je mais il y a vois. aussi ce point, c'est qu'après avoir fait l'amour ensemble, parce qu'ils couchent ensemble dans l'histoire, Ouais, ouais. il lui dit, devant Borgov, joue la sicilienne ou le gambit de la dame, je sais Ouais. plus, mais genre, ils viennent de faire l'amour, ils parlent d'échecs direct. Ok. Non, parce que j'avais le fait qu'il soit champion des States. Mais, Taste. mais bon, je pensais aussi que... Mais j'entends ce que tu veux dire. Mm. Ne t'en fais pas. Mal fait, ce quiz. Qu'est-ce qu'un blitz? Je sais pas. Partie rapide? Ah, Partie éclair, plus précisément. Une ouverture aux échecs. Un mot en russe qui veut dire bonne chance. bah, c'est la première. C'est les parties rapides. Oui. Les blitz. Les Ouais, blitz. c'est ça. Rapid chess. Rapid cheers. Et dernière question. L'adaptation en série est sortie le 23 octobre 2020 sur Netflix. La plateforme chess.com, sur le seul mois de novembre, a enregistré combien de nouveaux membres? Ah, putain, excellent ça. 750 000 personnes, 1,25 million ou 2,5 millions, sachant qu'il y a eu le confinement entre-temps. Ah non, vu le succès ça a été, moi je pense que c'est 2,5 facile. Ah ouais. Je dirais la deuxième 1,25. 1,25 1,25. Bon, déjà, les chiffres sont énormes. Je suis doigt donc, dessus. Allez, pour pas répondre comme Cédric, 1,25. 2,5 Waouh. millions de nouveaux Je suis chaud, membres. hein. Ah ouais, mais c'est C'est énorme. énorme. Mais en vrai, pour un jeu comme ça, c'est facile. C'est facile, c'est-à-dire. Non, mais je veux dire, C'est facile. au vu, à au vu jouer du ou c'est- raz-de-marée de la série, ça, c'est, tu vas sur internet, tu tapes jeu d'échecs, ça te donne envie de jouer. Moi je Oui. pense que j'aurais pu faire plus.
Après, ça, c'est un, enfin, c'est un C'est site. un seul mois. C'est le mois juste après la Ah sortie. ouais, grave. C'est un seul mois et c'est un seul site en soi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est fou. Et c'est justement, juste après la série, moi, ça m'avait hypé les échecs et on avait commencé à jouer avec ma mère et donc elle a acheté les pions, en tout cas, parce qu'on avait déjà le socle. Ok. Et il y avait une boutique dans Paris de plein de jeux comme ça. Et c'était une toute petite boutique, du coup, il y a 5 ans. Et en fait, il a grimpé de ouf son chiffre d'affaires. Mm. Et elle y est retournée il n'y a pas longtemps. Et ils ont agrandi. C'est magnifique. Ils ont pu faire des travaux. Ils se sont agrandis et tout. Et en fait, le jeu de la dame a sauvé, on va dire, cette boutique. Ou en tout cas, a étendu son potentiel. Waouh. Il Donc y a c'est eu un fou. regain d'intérêt. C'est fou de se dire qu'une série a changé la vie, en tout cas, de ses propriétaires de Ouais. cette boutique-là. Et je pense que c'est pas la seule, quoi. Parce qu'en plus, je trouve que ça fait, quand tu regardes, ça fait un bel élément de décor en plus, le jeu, quoi. Oui, c'est vrai, c'est beau. Ouais, il y a, Les pièces il y a sont des belles. échiquiers qui sont très beaux. Ouais. Bah, excellent, Christian. Et c'est bah nous fou. voilà. C'est fou. Merci. Je vous en prie. C'était Merci super. beaucoup, Christian. Ouais, de rien. Eh ben, on peut passer à la deuxième partie. Jingle. Et donc, dans cette deuxième partie, comme je l'ai dit dans la première, justement, nous allons parler de la série et des parallèles, des différences, de la fidélité et nos avis personnels sur la série. Est-ce que je commence, du coup, encore une fois? Ouais, alors Vas-y. qu'est-ce que t'as pensé de la série après avoir lu le livre? Toi Alors, qui avais hâte de l'adaptation. c'est vrai que j'avais hâte. J'avais très hâte. Et alors, déjà, premier truc, j'aime beaucoup le format mini-série. Franchement, je préfère ça aux séries classiques. Les séries avec plusieurs saisons, souvent, où il y a plein d'épisodes qui servent un peu à rien. Là, dans une mini-série, chaque épisode compte, chaque scène a un vrai poids. Et surtout, une saison et c'est terminé. Voilà, on parle plus. On a la fin, on a le début, on passe à autre chose. Après, c'est un roman aussi. C'est... Ouais, ben je sais pas, j'aime bien le concept de mini-série. Mais j'entends ce que tu veux dire. Donc, rien que pour ça, j'étais super content qu'ils adaptent le jeu de la dame en mini-série. Deuxième point, et la petite parenthèse, qu'est-ce que fait Dudley? Quand je l'ai vu débarquer dans l'épisode 2, j'ai vraiment eu un moment de bug. Je me suis dit, attends, c'est Dudley. Va chercher tes cadeaux. Et en plus, il joue un personnage qui s'appelle Harry. Et là, j'ai fait un lien direct. Et quand j'ai appris que l'acteur s'appelait Harry Melling, j'ai trouvé ça assez génial, perso. Sacré personnage des Seigneurs des Anneaux, quoi. Oh là là, il est chiant. C'est marrant. Bon, trêve de conneries. J'ai vraiment mis ça. Globalement, j'ai beaucoup aimé la série. D'autant plus que j'avais découvert cette histoire par le livre, donc j'avais forcément des attentes. Et honnêtement, je n'ai pas été déçu. Après, je me souviens très bien qu'à la sortie, tout le monde en parlait comme si c'était un truc incroyable. Et là-dessus, je suis un peu mitigé. Oui, c'est une bonne série, mais pour moi, ça reste une bonne série, pas plus. Voilà. Et j'ai l'impression que l'engouement était peut-être un peu excessif. Voilà, la série prend aussi pas mal de liberté par rapport au livre. Et là, il y a des choses que j'ai moins aimées et d'autres que j'ai trouvées très bonnes. Ce qui m'a un peu moins convaincu, par exemple, sont les flashbacks avec la mère de Beth. Je comprends l'idée, je vois ce qu'ils ont voulu raconter, mais personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Moi, dans le livre, on n'a pas de flashback, par exemple, et ça ne m'a pas manqué. Moi. Autre changement, dans le livre, c'est Beth qui appelle Jolene. Ouais. Voilà. Joli. Des années plus tard, à un moment où elle est vraiment seule, où elle a besoin d'aide. Et dans la série, c'est Jolene qui retrouve Beth et qui vient chez elle. Et je sais pas, ça m'a un peu dérangé. Je préférais la version du livre, moi. En revanche, il y a des ajouts que j'ai vraiment adorés. Par exemple, dans le livre, le personnage de Towns apparaît au début, puis disparaît complètement. À la fin, je m'attendais presque à le revoir. J'avais envie de le revoir, et non. On le revoit plus dans le livre. Dans la série, ils le font revenir, et franchement, je trouve que c'est une super idée. Voilà, j'ai adoré ce comeback. Et puis à la fin, lors de l'ajournement contre Borgov, en Russie, Bess reçoit de l'aide par téléphone. Et dans la série, il y a Benny Watts, mais aussi Harry Beltic. Et ça, dans le livre, ça n'existe pas. Il y a juste Benny Watts avec ses camarades. Avec ses collègues, ouais. Et j'ai adoré ce choix parce que ça donne l'impression que tous les personnages qu'elle a croisés comptent vraiment et qu'ils sont encore là. Voilà, donc pour conclure, je dirais simplement que le jeu d'Adam, que ce soit le livre ou la série, ça reste une bonne histoire. Et surtout, et ça c'est le plus important je crois, ça donne envie de jouer aux échecs. Vraiment. Voilà. Trop bien. Génial. Ouais, j'adore. Et donc voilà, non mais c'est juste ça, mais non, ça reste, c'est une très bonne série. Ouais. Et tu penses que peut-être si t'avais finalement vu la série en premier,
peut-être que tu aurais Je me suis- surkiffé Je me comme suis- les autres. Je me suis posé la question et non, je pense pas. Parce que je sais pas comment dire, mais par exemple, enfin, ça n'a rien à voir, attention, je compare pas du tout les deux. Et quand j'avais regardé Game of Thrones, Oh, ça n'a rien à t'as- voir. non, mais quand j'ai regardé Game of Thrones, je me dis ça, c'est une putain de série, tu vois. Mais j'ai pas eu ça avec le jeu de la dame, et je pense pas que je l'aurais eu sans avoir vu le livre. Ok. Voilà. Après, ça reste un avis. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup aimé la série, mais j'ai pas éprouvé le même raz-de-marée qu'il a provoqué à sa sortie. Je pense juste, je te coupe, mais je pense que le fait que ça ait eu un raz-de-marée, c'est que le fait que ça parle peut-être des échecs et qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires qui parlent de ça. Ouais. Après, il y a aussi. Il y a aussi le format des mini-séries. Hein. Ouais. En 2020, il n'y en Ouais. avait pas tant que ça. Oui, c'est vrai. C'est Et sorti au c'était, bon moment. Au bon moment, Sans doute. sans doute. Il y a eu le confinement, on s'est fait Bah, chier, on a c'était commencé à même jouer à l'essor des trucs. des productions Netflix. Hein. Ouais. Parce qu'avant, Netflix, il produisait un petit peu, mais pas tant. Et là, le jeu de la dame, ça a été l'une des premières, on va dire. C'est full production Netflix. Et c'est un peu hypé tout le monde, quoi. Ouais. Christian, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, j'ai trouvé la série très appréciable. Voir les mouvements de jeu est vraiment cool. Toutes les réflexions écrites se voient sur les personnages. C'est assez plaisant. Bien sûr, il y a certaines choses qui en manquaient. Particulièrement, il y a une scène où j'ai vu la différence. C'est quand Beth rejoint ses camarades d'université pour une soirée et qu'elle reste parce que voilà, elle couche avec un garçon et tout. C'est sa Et première fois. oui, et c'est sa première fois et elle appelle sa mère pour lui dire voilà qu'elle rentre pas, qu'elle a les clés et t'inquiète. Mais dans le livre, le rajout qui a été fait était totalement plaisant, c'est que Madame Whitley dit bon bah d'accord, bah amuse-toi bien et il y a écrit et là Beth se serait levée, partie en courant et elle aurait fait un câlin à sa daronne. À ça? À sa daronne. À sa daronne. À sa daronne. Ah bah d'accord. J'allais enchaîner. Et ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est ce genre de différence que malheureusement on ne retrouve pas dans la série. Ouais, compliqué à mettre en scène. C'est ces ça. trucs-là, hein. C'est ça. Mais bon, ça confirme comme quoi j'aime vraiment beaucoup le personnage de Madame Whitley. Et je vois aussi, je remarque, tiens, que Beth porte souvent des vêtements à carreaux. Et j'ai compris que c'était un petit clin d'œil au plateau d'échecs. Ah punaise. Ouais. Que c'est Anna Taylor-Joy qui a proposé d'être rousse et qu'elle porte Ouais. une perruque. Très sympa. C'est vrai, parce que dans le livre, elle est brune. Elle est brune. Et c'est vrai que rousse, ça ressent quand même pas mal. Face à blonde brune qui ressemble plus au blanc ou au noir de l'échiquier, la rousse, ça tranche totalement avec C'est ça. ce noir et blanc des échecs. Mais même, on voit la couverture, ça peut laisser trompeur. La couverture du livre. Ouais. Mais est-ce qu'ils l'ont pas adapté du coup? Comment? Est-ce qu'ils ont pas réadapté? Parce Non, je je crois pense c'est que une autre cette édition. édition, c'est l'édition qui est sortie après la série. Ouais, c'est l'édition de 2021. Ouais. Oui, donc voilà, donc peut-être qu'ils ont adapté le. Ah, pardon. Ouais. Excuse-moi, je pensais que tu disais l'inverse. Non, non, Comme quoi, justement, ouais. oui. Le fait que- Ouais. Oui, sûrement. Ouais, il y a moyen, Oui, je pense. Donc ouais, la série, globalement, Oui, j'ai beaucoup aimé la c'est série. une bonne Ouais, adaptation. ouais. je Bonne trouve. adaptation, je Ouais. trouve. Comme tu le dis, c'est très plaisant le format de mini-série. Mm. C'est fini quoi. C'est fini, on en parle plus. Sauf Début, aujourd'hui. milieu, fin. Mm. Mais je trouve que c'est assez bien adapté. Il y a en effet quelques libertés qui a été prises dans la série. Comme tu disais, j'avais complètement oublié le personnage de Towns qui revient à la fin. Mm. Et quand je l'ai vu quand j'ai vu dans la série, je fais ah bah oui, c'est vrai, complètement oublié. Il y a un passage justement dans le livre, quand je l'ai lu, je me suis dit mais attends, il y a carrément un truc qui a été inventé dans la série parce qu'il n'est pas dans le bouquin. C'est la deuxième fois qu'elle affronte Borgov. La veille, Ouais. c'est une débauche totale où elle retombe dans l'alcool et la Ressort. drogue et tout. Et en fait, dans le livre, pas du tout. Donc la série a eu quelques libertés sur le personnage de Bess, mais en même temps, comme Towns, comme la soirée de débauche qu'elle a juste avant Borgov, comme toutes les petites différences qu'il y a, ça rentre totalement dans l'univers parce que ça aurait pu être une autre version tout à fait plausible. Oui. En fait, ils ont totalement compris, on va dire, l'univers, les personnages, et en fait, ils ont fait juste une petite digression à certains moments, mais qui m'ont pas du tout choqué parce que c'est assez fidèle, quoi. Il y a, en effet, je suis assez d'accord sur les flashbacks de la mère biologique de Bess et son père aussi.
qu'on retrouve pas du tout dans le livre. Et en fait, quand je l'ai vu dans la série, ça m'a pas convaincue, du coup. Vu qu'elle sait pas, elle sait pas grand-chose de la vie de ses parents. Bess, le fait d'avoir mis ça, même l'accident de voiture, en soi, on sait pas si c'est un suicide ou pas. Ouais, parce on que sait ça, pas. dès le début de la série, on rentre là-dedans. Et en fait, on sait pas du tout, on connaît rien. Il y a juste un moment où elle se rappelle, quand elle veut voler les pilules dans l'orphelinat, elle se rappelle des moments où elle bricolait avec son père. Ouais. Ça, je trouvais ça super intéressant, de voir ça, où elle essayait de se rappeler de ce que son père lui avait appris. Mais ouais, il n'y a pas ce truc-là. Donc ouais, c'est flashback à chaque début d'épisode. Bon, voilà. C'est peut-être... Voilà, sans plus, quoi. Oui, On va bah, dire. peut-être que c'est aussi. Je sais pas, peut-être que c'est pour aider le spectateur à bien comprendre. Ouais, mais peut-être à justifier Ouais. quelque En chose. plus, justifier Bah, quelque c'est chose. justifier un peu son côté euh, son côté marginal Ouais. où elle fonce dans les addictions parce que sa mère était un peu folle aussi. Je trouve pas ça nécessaire en vrai de justifier ça par le sang, on va dire. C'est pas parce que sa mère c'est pas parce que sa mère était comme ça qu'elle l'est aussi. Je pense que c'est juste sa vie en elle-même et elle a fait des choix et elle est d'une nature très addictive et donc elle est tombée là-dedans, on va dire. Et que l'orphelinat a fait à cette époque, les orphelinats donnaient des médicaments pour calmer les enfants, pour mieux les contrôler ou en tout cas les maintenir. Donc c'est en fait avéré et ça a dû faire des dégâts de dingue, ou en tout cas des gens accros à cette drogue-là. Mais ouais, ce rajout de justifier la folie de Beth, justifiant par sa mère, tu vois, je sais pas trop. Je trouve ça très touchant en effet à la fin que quand Benny Watts l'appelle, il y a tout le monde, il y a même les jumeaux qui sont là à son premier tournoi et tout, et qu'elle revoit de temps en temps. Genre, je trouve ça Ah, très ça, c'est un mignon. ajout assez cool. Alors que pas dans le bouquin. Ouais. Mais c'est assez marrant. Bah, ils sont trois, c'est un peu la même ambiance, sauf que dans la Ouais. série, ils sont six derrière le téléphone. Et non, en soi, la seule grosse différence, c'est qu'en fait, la série a développé certains personnages qui sont pas trop là. C'est-à-dire Towns, on l'a au début, et ben, c'est développé jusqu'à la fin de la série. Cléo, l'amie de Benny Watts, quand il les invite à New York, ben, en fait, on la voit que à cette soirée-là, mais dans la série, c'est prolongé parce qu'elle se revoit à Paris. Ouais. Monsieur Shaibel, on le voit au tout début, et il n'y a pas de flashback, alors qu'en fait, tout au long de la série, pendant qu'elle joue, elle revoit Monsieur Shaibel qui lui dit non, là, à ce moment-là, tu dois abandonner. Ouais. Et là, c'est dur, quoi. Il y a même, au tout début de ce que tu parlais du livre et de ce talent et du prix à payer, il y a une scène très très belle avec Monsieur Shaibel qui lui dit, en fait, c'est comme une pièce, t'as d'un côté, t'as ton talent, mais de l'autre côté, t'as le prix à payer pour ce talent-là. Et ça résume parfaitement le prodige qu'est Beth Harmon, quoi. Mais ouais, ça a été un plaisir de la revoir et je suis assez d'accord sur le côté hype. Il y a 5 ans, quand je l'ai vue, j'étais ultra hypée et c'était en effet un nouveau format de mini-série qui est tout à fait adapté à cette histoire-là. À la base, ils voulaient faire juste un film, mais ils ont fait, mais attends, en fait, il y a trop d'infos, on fait une mini-série et c'est le format idéal. Et je pense, ouais, s'il y avait cette hype avec ce nouveau format, découvert des échecs, Anna Taylor-Joy qui est remarquable dans le rôle et ça a fait décoller un truc dans sa carrière aussi. Hein. Ouais. Dès qu'on la voit, on se dit, ok, c'est le jeu de la dame. Après, elle a fait le menu. Elle a fait le menu. Oh, le menu, c'est extraordinaire. Et Furiosa. Donc, non, Ouais, je recommande vivement le livre et la série. À 1000%. Ouais, bah ouais, grave. Ouais. C'est ma mini-série préférée. Voilà. Ah ouais. Ouais, non, ouais. Allez. Ouais. Ok. J'entends. Une petite question, Ah vous bah, avez pensé attends. quoi du personnage de Jolene? Moi, je peux juste terminer sur Bien le truc. sûr. Et il y a un truc aussi dans la série, c'est que les décors sont magnifiques. Bah ouais. Il y a un truc aussi dans la série. Ah oui. Il y a un truc aussi dans la série, c'est que les décors sont magnifiques, les personnages, les tenues, l'époque. Et en fait, on traverse toutes les époques et c'est juste magnifique à voir. C'est vrai. C'est Ouais, bien de le souligner. c'est beau.
La lumière est belle, enfin, l'esthétique est très agréable, très plaisant. Voilà, c'est beau. Excellent. Et donc, oui, tu disais? Oh non, simplement, je me demandais ce que vous avez pensé du personnage de Jolene. 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 Je la trouve plus impactante dans le livre. Hmm, Ouais, aussi. ouais. Elle est plus... Elle a moins ce rôle de grande sœur dans le livre que dans la série. La série, c'est Ouais. vraiment le côté sororité, grande sœur dès le début, et elle est plutôt sans défaut. Elle a son caractère qui est assez fort, mais sans plus. Dans le bouquin, c'est plutôt compliqué au début, je trouve. Justement, il n'y a pas trop cette affinité. Déjà, juste le fait que Bess, ce soit elle qui l'appelle, parce que vraiment, elle est au fond du trou, Ouais, je trouve ça très, très fort, moi, comme image. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, cette scène-là, elle est ça change tout. Hein. très intéressante. Et même, elle est obligée d'appeler Madame Dierdorf, Oui. la directrice de l'orphelinat, pour récupérer les informations de Jolene. Et ce qui perd aussi cette scène, parce que dans la série, elle retourne à l'orphelinat, et il y a Madame Dierdorf qui repasse, et elle voit Beth Harmon, et elle lui dit même pas bonjour, elle lui dit « Vous devriez être à la chapelle, mademoiselle. Ouais, elle le reconnaît pas, je pense. » Ah si. Ah ouais. Si, je pense qu'elle la reconnaît. Mais que du coup, même si elle a grandi et qu'elle a 20 ans maintenant, Ouais. c'est non. Vous devriez être à la chapelle, mademoiselle. Ok. Ça reste une orpheline, elle a aucune considération pour... Enfin, en tout cas, reconnaissance... elle est pas adulte, quoi. Enfin, c'est... Ah, cette scène, elle est dure. Cette scène-là, justement, où Bess est derrière, Madame Dierdorf, je ne vois pas tout de suite, et là, elle s'arrête, elle se retourne. Je me suis dit, waouh, on est dans un film d'horreur. Oui, parce que les tons sont plus du tout colorés Ouais, dans, ouais, ouais. dans Ouais. Et l'orphelinat. en plus, elle s'arrête, parce qu'elle sent quelque chose derrière elle. Et elle se retourne. Et tu fais, waouh, Excellent. Bah, Screamer. c'est ce personnage de Madame Dierdorf, elle est terrifiante. Ouais. Vraiment acariâtre. terrifiante, c'est tyrannique de dingue avec Bess, quoi. Et même jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Même 10 ans plus tard. C'est terrible. Ok. Ok, excellent. Ouais. Génial. Mais toi, t'as pensé quoi de Jolene? Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et surtout, comme tu l'as dit, ce truc de grande sœur, mais c'est aussi elle qui avait conscience que les médicaments posaient un problème. Tu vois, quand les médicaments, quand les médicaments, ils ont arrêté d'en fournir, elle était la première à dire, tu vas voir que tout le monde va devenir hystérique. Ouais. Elle était la seule à prendre conscience du recul sur ce problème-là. Et j'ai bien aimé. Ouais. Après, le passage où il y a un semi-viol, enfin, viol, je sais pas. Ils l'ont enlevé, cette scène. Ouais, ça c'est très particulier. Ouais. Mais il y a, ouais. C'est vrai que c'est un semi-viol, quand même. Hein. Mm. Oui, on l'enlèvera, mais c'est vrai que c'est un semi-viol. Quand même. Je sais pas, semi-viol, je... Bah, c'est des attouchements. Ouais, c'est un agression, attouchement, c'est plus attouchement, ouais. Il n'y a pas de consentement, il y a un truc comme ça. Les deux sont mineurs de toute façon. Mais en vrai, ce passage-là explique aussi toute la construction, en tout cas sexuelle, de Bess, Ouais. qui manque un peu, je pense, dans la série. Parce que dans le bouquin, tu sais qu'il s'est passé ça. Donc tu comprends sa relation avec ça. Avec la sexualité qui est un peu bizarre, quoi. C'est très, très bizarre. Et alors, donc, des recommandations avant de conclure cet épisode. C'est vrai ou pas? C'est vrai, Cédric. Oui. C'est vrai. Merci, Christian. Qui veut qu'on conclure? Et parle... Et je parle pas de moi, qui veut conclure avec moi? Donc, Christian, tu t'engages dans cette recommandation. Exactement. Je vous recommande le film Le Prodige, réalisé par Edward Zwick, sorti en 2014 avec le spectaculaire Tobey Maguire. Celui qui m'a lancé. Alors, on continue sur les échecs, mais cette fois-ci, on est dans un biopic. L'histoire de Bobby Fischer, un grand génie des échecs durant la guerre froide, qui souhaite devenir le champion du monde. Tiens, vous ne trouvez pas une grande, voire une énorme ressemblance avec Beth Harmon? Eh bien si, parce que, quoi que vous direz, c'est normal, Davis s'est inspiré de Bobby Fischer pour son personnage. Les deux ont des problèmes. Alors, certes, Bobby Fischer a un problème psychologique, il est paranoïde. Beth Harmon a tombé et sombré dans l'alcool. Les deux ont appris à jouer les échecs très tôt, ils veulent devenir champions du monde, et ils affrontent le champion du monde, qui est un Russe. C'est drôle. Rousse! C'est possible. Alors, oui, si vous voulez continuer sur votre lancée des échecs, je vous conseille Le Prodige. Alright! Excellent. Trop bien, Christian. Je t'en prie. Tu veux qu'on... Enfin, Vas-y, je t'en prie, Cédric.
Donc tout le monde connaît, je crois, j'espère, Magnus Carlsen. Non. Ok. Eh bien, je vais te le présenter. Que l'on s'intéresse ou non aux échecs, on connaît Magnus Carlsen. C'est l'un, si ce n'est le plus grand joueur d'échecs de tous les temps. Et pourtant, derrière ce génie-là, il y a quelque chose qui m'a toujours troublé. Magnus Carlsen m'a souvent paru mystérieux. Parfois même, il m'a fait de la peine quand je vois des vidéos de lui, etc. Je me dis, waouh, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce mec. Et j'ai le sentiment que son intelligence, qui est abyssale, est aussi un fardeau. Comme si penser autant, comprendre autant venait avec une forme de solitude. Et il existe un film documentaire sur lui, sorti en 2016, qui s'appelle Magnus, tout simplement. Et il est vraiment génial. Il m'a permis de comprendre beaucoup de choses, et surtout de réaliser que les échecs ne sont pas juste un jeu. C'est un monde à part entière avec une pression énorme, des attentes colossales et une exposition permanente. Et c'est ce qui est encore plus frappant, c'est qu'en regardant ce documentaire, on a presque l'impression de voir l'histoire de Bess, en fait. Mais dans la vraie vie. Le même génie précoce, la même solitude, la même obsession, et ce poids immense d'être constamment attendu au sommet. Magnus comme Bess n'a jamais vraiment le droit de faillir. Et le lien avec notre histoire du jour est donc évident. Et honnêtement, j'en suis convaincu, vous allez adorer. Ravi. Waouh, il est convaincu. Oui. Et toi, Lucie? À toi, Lucie. Non, mais du coup, non, mais je rebondis Ah. sur toi. Non, bah, on rebondit pas, c'est pas grave. Non, vas-y, rebondis. Non, mais c'est que du coup, bah, j'ai hâte de voir le documentaire, quoi. Je Ah. connais pas du tout ce mec-là. Ah, bah Donc, écoute, non, je connaissais pas du Il a tout. perdu récemment, non? il y a cet été, je crois, ouais. Ouais. Oui, on a vu une vidéo où il a Il ragé. est de Il a quelle ragé. nationalité déjà? Il est norvégien. Ok, très intéressant. Voilà. Voilà. Et toi, Lucie? Et alors, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une recommandation. Mais finalement, je me suis pas attelée sur les échecs, mais sur le côté du jeu. Et c'est Slumdog Millionnaire qui m'est venu en tête. Donc je pense que tout le monde, enfin la majorité des gens connaissent ce film, donc c'est assez connu, mais je sais pas, ça m'a rappelé ça concernant le jeu de qui veut gagner des millions, où il répond à toutes les questions. Et le lien, c'est que voilà, on suit l'histoire d'un orphelin qui joue à ce jeu, et en fait à chaque réponse, enfin à chaque question, je veux dire, il replonge dans ses souvenirs, et il a la réponse par rapport à sa vie. Et je trouve que c'est cette solitude qui m'a marquée et qui est assez ressemblante, je trouve, parce que Bess, c'est vraiment basé sur les échecs pour en tout cas survivre à sa vie. Et là, ce personnage de Jamal va gagner grâce ou à cause de son vécu qui n'est vraiment pas idyllique, on va dire. Voilà. C'est une super reco. C'est ces différents parcours que j'aime beaucoup. Ouais, c'est un Et très le bon lien film. est tout trouvé. Merci. Et bah c'est la fin de cet épisode alors. Bah oui. Nous allons devoir conclure. Mais un bilan rapide, est-ce que vous voulez dire un dernier mot d'ailleurs sur l'épisode, la série, le livre? L'histoire? Bah du coup, je me suis remis aux échecs. Hein. Ah, oui, évidemment. T'es plus ouverture sicilienne, toi? Bah écoute, je sais pas. Je vais me Défense documenter. sicilienne. Oui, oui. Non, mais par contre, il y a vraiment cette obsession que j'ai eue en lisant, c'est d'avoir un échiquier sous les yeux pour faire les parties avec eux. Ouais. Ça, c'est... Ah ouais. Ouais, c'est un peu grisant. Je voulais avoir J'essayais de m'imaginer dans la tête, mais je ne suis pas Bess Harmon. Je n'arrive pas à visualiser ça. Et non, c'est très grisant. Est-ce que tu as l'ambition un jour de faire des tournois, peut-être? Oula, non, peut-être pas. Ah non, c'est dommage. Faudrait que j'arrête tout. Faudrait que j'arrête le podcast. Ouais, bah... Ouais, vous êtes pas si triste. C'est vrai Ça qu'il y a- marche, bon bah je vais il y a eu tester. aucune réaction. Ok, bon, bah. Mais non, parce que je me disais, bah non, je crois pas, en fait. Mais non, mais après, si c'est pas ton envie, je vais pas te forcer. Écoute. Mais ça serait cool que tu fasses ça. Des On dirait- tournois Mais je me on dirait- casse. on dirait Que ça. j'arrête. Ah là J'ai là. engueulé comme une maman. Non, mais on sait pas. Non, mais on sait pas si tu prends passion pour ce jeu, tant Oui, mieux. Après, peut-être. personne En tout dit cas, que- c'est ultra grisant. Et Voilà. c'est... Personne dit qu'elle va faire le championnat du monde. Moi, j'adore. Le tournoi de Paris ou de l'arrondissement, c'est déjà pas mal. Ouais, grave. Ouais. C'est pas très... Je sais même pas. Je suis pas du tout renseigné sur les échecs. J'ai En dansé tout ça cas, comme j'aime ça. bien. J'aime bien et j'aime... C'est cool. Toi, ça On va- te donne envie, toi, de jouer aux échecs ou pas? Mais moi, je joue déjà. Non. J'ai fait à la fac en. Non, c'était en première année de
d'art du spectacle, j'avais pris UEL, unité d'enseignement libre, échec. Mais non. Et nous, on jouait sur chess.com. Et t'as un bon niveau? J'ai un niveau, Tu te défends? je me défends pas mal. Voilà. Après, Ok, je ne joue pas intéressant. incroyablement bien. Ok. Je bats de temps en temps mon père et mon père me bat plus souvent. Tu n'es donc pas un prodige. Non, je suis navré. Je suis pas Shit. tous les mecs gear. Et toi, Cédric, tu vas y jouer du coup? Non, non. D'accord. Non, mais c'est sur le moment, t'as envie de jouer. Puis après, Après, ça passe. ça passe, ouais. Ouais. Ouais, Vraiment. c'est vraiment comme les séries, ça a monté d'un coup et après, c'est vraiment- les gens ont oublié. Oui, mais non, parce que c'est dur. Ouais. C'est dur. Bah, c'est un sport cérébral. Hein. C'est Du coup, vrai. il faut s'entraîner sans cesse, apprendre des nouvelles techniques et tout. Mm. Et souvent se battre avec des nouveaux adversaires plus forts. Puis c'est beaucoup d'anticipation, quoi. Faut réussir à se mettre dans la tête de l'adversaire, surtout. Ouais. Comme Il la faut pas voiture. louper une info. Ce qui m'impressionne, c'est. J'ai vu, que ce soit sur Insta ou dans la série et tout, c'est quand ils font une partie mentale. Tu sais, ils jouent contre l'autre, il n'y a pas de plateau, juste dame, je sais pas quoi. Ouais. Ah oui. Ils Ça, ont leur c'est plateau dans la tête. impressionnant. Ah Ouais. ouais. Bah, c'est ce qu'ils font, genre Benny Watt, c'est Ouais, c'est ça. Dans la dans voiture. Ouais. Ouais. C'est fort, hein. Avoir ce niveau-là déjà, c'est déjà pas mal. Oui. Jouons sur plateau déjà. Bref, et bah, concluons cet épisode. Merci à vous deux. Bah, merci à toi. Merci C'était à trop bien. toi. Et on espère que vous aussi, ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie de redécouvrir la série, le livre. Je suis ravi que ça vous ait plu. Hein. C'est ouais, c'était- On est ravis que tu sois ravi. on est ravis. On est tous ravis ensemble. On est tous ravis. Bon, bah super. Trop bien. Dans le prochain épisode, on va parler du film Marius et de Marcel Pagnol. En plus de ça, Effectivement, effectivement, ça sera le deuxième épisode de cette année, 2026. 2026. D'ailleurs, en parlant de cette année, on vous souhaite beaucoup de bonheur, n'est-ce pas? La santé, La du santé. bonheur, de la réussite. Et l'argent surtout. Ouais, Et on va avant pas se tout. mentir, au bout d'un moment, on veut du fric. Voilà, chacun a ses priorités. Merci à tous, faites attention à vous et à la prochaine. Bisous. Tchuss. C'est quoi la phrase? T'as voulu dire bisous? Oui, j'ai J'ai senti. vu, je dis, elle va dire bisous, tchuss. Merci à tous pour votre temps et votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine. Bisous. Tchuss.